Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue chez Contexte, très heureuse de vous accueillir pour ce nouveau live depuis Bruxelles, un live un peu spécial consacré au 1 an du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche aux États-Unis. Évidemment, il y a presque 1 an, jour pour jour, il remportait pour la seconde fois la présidentielle américaine. Notre regard, notre obsession, comme à chaque fois, vous proposer l'information la plus utile possible. On est ensemble pour 45 minutes pour explorer ensemble plusieurs questions. Comment cette première année de mandat a bouleversé, chamboulé les relations entre l'allié américain et les Européens? Que nous apprend la séquence des droits de douane, ce feuilleton sur la capacité de l'UE à tendre vers plus d'autonomie stratégique? Et enfin, comment les tensions commerciales ont secoué notamment la réglementation européenne de la tech? Ces questions, mais bien sûr, comme à chaque fois, évidemment, les vôtres. Alors allez-y, je les attends dès à présent dans le chat et nous nous ferons un plaisir autour de ce plateau d'y répondre. Avec moi aujourd'hui, pour se projeter un peu donc sur ces sujets, sur ces questions, 3 journalistes de Contexte, comme à chaque fois les plus à même de vous éclairer. Simon Carreau, bonjour. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Simon, tu es journaliste pour l'édition Pouvoir de Contexte à Bruxelles, qu'on ne présente plus. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Je vais essayer de parler de la réaction des États membres et donc très modestement, je vais essayer d'entrer dans la tête des 27. Et c'est déjà pas mal comme programme. Léo Lictuvoud, bonjour. Bonjour Lucille, bonjour à tous. Léo, tu es journaliste pour notre édition Tech également à Bruxelles. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Eh bien, on va se pencher sur la façon dont la réglementation européenne de la tech, qui était un des fleurons de la réglementation européenne du dernier mandat, et qui touche très largement les géants de la Silicon Valley, s'est retrouvée prise entre les tirs croisés de cette nouvelle relation. Comment est-ce que Trump a essayé d'avoir le scalp de la réglementation du numérique et comment Bruxelles a tenté de résister? Merci beaucoup Léo et Benjamin Milkov. Bonjour. Bonjour à tous. Benjamin, tu es journaliste pour l'édition Transport de Contexte ici à Bruxelles. Et de quoi vas-tu nous parler toi aujourd'hui ? Moi, je vais vous parler de droits de douane, automobile et lobbying. Oh waouh, quel programme! Merci beaucoup à tous les trois. On entre dans le vif du sujet avec notre première partie, escalade tarifaire et pression économique. Tout a commencé un peu comme une tempête, on va pas se mentir. 100 premiers jours de mandat en forme de bourrasque pour Donald Trump. Un vent violent qui a traversé l'Atlantique pour souffler sur les Européens. Évidemment, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Entre janvier et avril 2025, il a posé les bases d'un nouveau rapport de force mondiale. Le 2 avril 2025 restera un peu l'incarnation de cette nouvelle donne, Liberation Day. Donald Trump dégaine une taxe de 20% sur les importations européennes. 2 constats avant de prendre, comme à chaque fois, vos questions. On les attend évidemment dans le chat. La première, elle est pour toi Simon. Ce retour et les conséquences de ce retour. Est-ce que les Européens l'avaient, pour ainsi dire, anticipé pendant la campagne présidentielle américaine? Est-ce qu'ils ont utilisé ce temps pour se préparer ? Je dirais que oui et non. Oui, parce qu'il y a eu un travail technique qui a été effectué à la Commission européenne. Je me souviens du lendemain des résultats, quelques heures après l'annonce de la victoire de Trump. C'était à midi parce que j'allais chercher à déjeuner. J'ai croisé un responsable à la Commission sur le trottoir au pied du Berlaymont, qui m'avait dit que tout était prêt, il n'y avait pas de problème, il suffisait d'appuyer sur des boutons. Et c'est vrai que ce travail avait été fait, il y avait eu une task force, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui avait préparé tous les scénarios, y compris le scénario d'une victoire de Kamala Harris. Donc sur le plan technique, effectivement, les institutions, particulièrement la Commission, s'étaient préparées. Mais il y a 2 bémols. Le premier, c'est que Donald Trump est imprévisible et inconstant. Donc on peut faire tous les scénarios possibles, en fait, ils seront déjoués par Donald Trump. Deuxième bémol, c'est que c'est pas une question technique, en fait, c'est une question politique. La relation transatlantique, ça met en jeu les intérêts des États membres très directement, à la fois les intérêts économiques, mais aussi les intérêts sécuritaires. Donc il fallait que les États membres donnent leur avis sur la question. Pendant les négociations, il n'y a pas eu de mandat formel donné comme pour des négociations commerciales, mais quand même, les États membres ont dit à la Commission comment elle devait se positionner dans les négociations. Tout ça pour dire que quand est arrivé le Liberation Day, il y a eu effectivement, malgré la préparation technique, un effet de sidération chez les Européens. Qu'on a évidemment observé, tu as beaucoup écrit à ce moment-là dessus. Léo, toi dans la tech, dès janvier, pour le coup, les premiers jours de mandat,
parce que le président américain, évidemment, en entre en fonction qu'en janvier, même s'il est élu tout début novembre, le secteur a commencé à se poser beaucoup de questions. Oui, en effet. Alors, si même on peut revenir jusqu'à la période novembre-décembre, on avait déjà une forme d'attentisme, de questionnement chez les acteurs de la tech, aussi bien européens qu'américains. Faut rappeler le contexte, on est dans une situation où depuis quasiment un an, l'Europe est poussée à faire plus pour sa compétitivité, sa souveraineté industrielle, etc. Faire du Europe First. Donc l'arrivée de Trump est quelque part une goutte d'eau de plus dans ce vase. Les entreprises américaines sentent qu'il va y avoir une guerre commerciale, qu'il y a quelque chose qui couve et qu'elles risquent d'en être les victimes collatérales. Les entreprises européennes aussi savent que c'est pas forcément bon pour elles parce que derrière cette volonté de faire du Europe First, en fait, si on se coupe des entreprises américaines, ça a des conséquences concrètes pour beaucoup d'entre elles qui ne peuvent pas se passer de services numériques américains. Et puis, en fait, derrière toute cette tension, on voit des acteurs qui appellent à l'apaisement, à la fois côté politique, mais à la fois aussi côté entreprise. On essaie un petit peu de calmer le jeu, quoi. Exactement, de calmer le jeu, de s'en tenir au réalisme économique et également au point de convergence, en fait, de dire il ne va pas y avoir de découplage complet puisqu'on partage des intérêts communs, notamment vis-à-vis de la Chine, notamment vis-à-vis de la lutte contre les monopoles de la tech. On se rappelle de la première administration Trump qui avait pas mal lutté là-dessus. Mais en effet, tu mentionnais début janvier, voilà, il y a le temps des provoques qui commence. On a Mark Zuckerberg très rapidement qui affiche son soutien à Donald Trump, qui derrière donc son entreprise Meta, il y a Facebook, Instagram, des réseaux sociaux sur lesquels il va couper le fact-checking. Ensuite, on a Elon Musk qui, très proche de Donald Trump au début de son mandat, va carrément plus loin en s'invitant dans le débat électoral allemand, en soutenant un parti d'extrême droite sur son réseau social X, donc Twitter anciennement. Donc ces acteurs-là de la tech entrent en confrontation claire avec l'approche européenne vis-à-vis des plateformes du numérique, avec notamment son règlement sur les services numériques. Alors eux, pour le coup, pas du tout dans l'apaisement. Vraiment pas dans l'apaisement. Là, on se rend compte qu'en fait, la tentative d'apaisement, elle a fait long feu et que il va y avoir une nouvelle relation qui s'installe. D'ailleurs, relation qui est confirmée aussi avec le niveau politique, puisqu'on a des nouveaux régulateurs qui entrent en fonction côté américain et qui sabrent dans la législation européenne, qui disent que l'Union européenne fait de la censure. Et puis très rapidement aussi au mois de février, on a J.D. Vance, le vice-président américain, qui arrive à Paris le sommet de l'IA et en fait qui profite de son discours pour tacler à domicile la législation européenne sur la tech en disant que c'est discriminant vis-à-vis des entreprises américaines et que c'est des barrières au commerce. Alors donc, comment on réagit à Bruxelles à ce discours ? À Bruxelles, à ce moment-là, il y a une forme d'incompréhension sur les conséquences possibles de ce discours-là. Puisque, en effet, au début, Meta retire le fact-checking sur ses plateformes, mais on n'est pas très clair sur est-ce que ça va avoir un impact au niveau européen. Est-ce que c'est un discours qui a lieu aux États-Unis, mais la relation avec les lobbies européens de ces entreprises-là va être la même. Donc on attend un peu de voir. Et puis ensuite, quand ça monte au niveau politique, tout de suite, on se dit que là, ça va avoir un impact plus large, puisque les personnes qui ont ces discours-là, J.D. Vance, mais aussi Donald Trump, sont ceux qui sont à la manœuvre sur d'autres sujets, les sujets commerciaux, mais on pense aussi aux sujets de défense, etc. Et donc que s'ils en ont après la réglementation européenne de la tech, il va peut-être falloir lâcher du lest. Et je vous conseille d'ailleurs un article écrit à l'époque par les journalistes de Contexte Tech à Paris comme à Bruxelles au sommet sur l'IA. Les États-Unis malmènent les Européens pour vous remettre en tête un petit peu cette séquence qui nous paraissait déjà un petit peu folle vue de Paris comme de Bruxelles, séquence donc chroniquée par Contexte Tech. Un autre papier signé Léo Lichtwood et Guénaël Pépin, pour le coup, de notre bureau de Tech et Médias de Bruxelles, quand Donald Trump fait dérailler l'application très politique du DSA-DMA, évidemment à remettre un peu sous toutes les mains pour se rappeler dans quel état d'esprit on se situait. Je me tourne vers toi, Benjamin. L'automobile. Alors l'automobile, on en parle parce que c'est l'un des secteurs les plus ciblés par ces fameux droits de douane qu'on a commencé à évoquer. Le secteur est un exemple en soi un peu à part et en même temps assez symbolique pour Donald Trump.
Parce que ça ne s'est pas passé pour l'automobile comme pour tous les autres, finalement. Comment réagissent à ce moment-là les constructeurs européens, Benjamin ? C'est un exemple intéressant parce que en 2018, dans son premier mandat, il avait déjà menacé Donald Trump de mettre des droits de douane sur l'automobile jusqu'à 25%. Il ne l'avait pas fait. Et là, quand il revient, dans sa campagne, il remenace de mettre des droits de douane. Pareil que pour la tech, en disant qu'il y a des barrières au commerce et que voilà, ça va à l'encontre de l'intérêt des États-Unis. Sauf que cette fois, il ne s'est pas limité aux menaces. Et l'automobile, c'est un des premiers secteurs qui a reçu vraiment des droits de douane, avec l'acier et l'aluminium, avant tous les autres. Il a reçu des droits de douane plus importants, de 25%, en plus des 2,5% qui existaient déjà. Là où les droits universels annoncés au Liberation Day, c'était 20% sur l'ensemble la majorité des produits européens. Surcote pour l'auto. Petite surcote. Quand il a suspendu ces droits universels, en fait, il les a juste rabaissés à 10% pour négocier avec les Européens. Les droits de l'automobile, ils n'ont pas bougé. Les droits des pièces détachées d'automobile n'ont pas bougé non plus. Donc, c'est resté à 27,5%. Et pourquoi il a particulièrement ciblé ce secteur ? Déjà, c'est un secteur symbolique pour les États-Unis. Ça a été un fleuron de l'industrie américaine et ça reste une industrie importante. Et c'est aussi une industrie très importante pour l'Europe, notamment pour l'industrie allemande. Et on voit qu'en ciblant aussi fort, aussi tôt et aussi longtemps ce secteur-là, il y a une volonté de faire monter la pression, peut-être potentiellement de diviser les Européens. Et en tout cas, le secteur, il a pris cher, quoi. Il a pas vraiment apprécié ses droits de douane. Et il s'est forcément, on l'imagine, Benjamin, en écoutant ce récit un peu alarmé. Oui, parce qu'il est déjà en difficulté. On avait fait tout un live sur le dialogue stratégique organisé par la Commission pour répondre à déjà des problèmes structurels de l'industrie européenne qui s'est jamais remise en termes de volume de production du Covid. Et là, rajouter par-dessus des droits aussi importants, ça les a alarmés. Comment ils ont réagi ? Il y a certains PDG qui ont été directement à Washington pour essayer pas de négocier l'ensemble de la question, mais simplement d'avoir quelques aménagements. Parce que du jour au lendemain, ils avaient des droits de douane hyper importants et qu'ils essayaient de réduire un peu ces effets-là. Il y a certains constructeurs qui ont même essayé de proposer des solutions, des crédits en fonction de la production aux États-Unis. Donc là, vraiment une solution plus large que juste des aménagements. Avec un peu de chacun pour soi. Pas nécessairement, parce que tous les constructeurs sont pas impactés de la même manière. Les Allemands étaient particulièrement touchés parce c'est ceux qui importent le plus aux États-Unis. Donc il y a certains constructeurs qui, étant plus concernés, ont pris sur eux de faire des propositions. Mais ça n'a pas marché parce que c'est vraiment Bruxelles qui a mené les négociations. Et là-dessus, pour le coup, ils ont consulté assez largement et tous les secteurs, pour le coup. Ok, alors avant cet accord qu'on a commencé à évoquer, il y a eu évidemment une longue phase de négociation qui s'est étalée sur plusieurs mois, une phase qui s'est clôturée, si on veut, en juillet par une poignée de main assez symbolique, si vous l'avez en tête, en Écosse, entre Ursula von der Leyen et Donald Trump. Simon, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? On a beaucoup entendu parler d'un accord déséquilibré. Est-ce que c'était vraiment le meilleur accord possible pour les Européens qui a été négocié dans cette séquence ? Je vais répondre à ta question, mais pour être tout à fait précis, les négociations se sont poursuivies jusqu'à la fin août avec la publication de la déclaration conjointe. Et en fait, elles se poursuivent encore parce qu'il y a des négociations sur certains volets, notamment sur l'acier et l'aluminium. Et par ailleurs, les échanges continuent parce que les États-Unis, comme le signalait Léo, continuent à faire du lobbying, continuent leurs offensives contre notamment la législation numérique. Donc si on veut répondre à la question du meilleur accord ou pas, la comparaison qu'on fait le plus souvent, c'est avec l'accord qu'a obtenu le Royaume-Uni. Ouais. Donc si on rappelle en gros les grands paramètres, le Royaume-Uni a obtenu 10% de droits de douane, les Européens 15%. A priori, le Royaume-Uni a un régime plus favorable. En fait, si on regarde de plus près, et la Commission a beaucoup insisté là-dessus, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que dans le cas du Royaume-Uni, ça s'ajoute aux droits de douane qui existaient déjà. En revanche, pour l'Union européenne, c'est un plafond, donc c'est un plafond de 15% pour tous les produits, donc c'est un maximum de 15%. Si on regarde au-delà, effectivement, l'Union européenne s'en sort plutôt bien, si on regarde les accords qui ont été négociés avec d'autres régions du monde.
la deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est le meilleur accord que l'Union européenne pouvait obtenir ? Bien sûr. Est-ce que l'Union européenne aurait pu obtenir un meilleur accord en jouant davantage le rapport de force, en misant beaucoup plus sur son marché de 450 millions de personnes, de consommateurs ? Cette question, la réponse à cette question, on l'aura jamais, puisque ça n'a pas vraiment été tenté. La France, notamment, plaidait pour une approche un peu plus offensive, mais en fait, elle n'est pas vraiment sortie du rang. Donc, dans les conditions qui étaient celles de la Commission, avec le mandat qu'elle avait reçu des États membres, c'était peut-être effectivement l'un des plus favorables qu'elle pouvait obtenir. Mais alors, en quoi il est si déséquilibré que ça, cet accord ? Alors, il est factuellement déséquilibré puisque les exportations vers les États-Unis sont taxées à 15%. L'inverse n'est pas vrai. Et même une grande partie des importations américaines vers l'Europe ne sont pas taxées. Donc, il est déséquilibré. Après, sur le plan économique, on peut estimer que c'est aussi négatif pour l'économie américaine puisque ça crée de l'inflation aux États-Unis. Mais je pense qu'on ne va pas entrer dans un débat de théorie économique. Non, et puis il nous faudrait un petit peu de temps pour voir effectivement les effets que ça aura. Merci beaucoup Simon. Du côté de la tech, alors la tectonique des plaques, sans mauvais jeu de mots, joue également à plein. Alors la tech, elle est épargnée dans cette séquence d'un point de vue douanier, mais pas réglementaire. C'est plutôt sur ce terrain-là que ça se joue pour le secteur que tu couvres, toi, Léo. C'est ça. En fait, d'un point de vue douanier, il y a une situation structurelle entre les États-Unis et l'Europe. C'est que si les États-Unis ont un déficit commercial vis-à-vis de l'Europe au niveau des biens, ils sont en excédent au niveau des services. Et c'est principalement des services dont on parle quand on parle de la tech. Donc, comme on en importe plus des États-Unis que l'inverse, de ce point de vue-là, à première vue, l'Europe est laissée tranquille. En fait, quand on regarde un peu plus dans le détail, la réglementation des services numériques est mise en balance par Donald Trump dans d'autres discussions. Donc, on parlait juste à l'instant des droits de douane sur la tech, sur les transports, mais aussi sur beaucoup d'autres secteurs. En gros, Donald Trump a cherché à faire un chantage à l'Union européenne, mais comme il a essayé d'en faire à beaucoup d'autres pays, au Canada, on a parlé pendant assez longtemps avec les Canadiens de la taxe sur les services numériques, idem au Royaume-Uni, pour forcer en gros la Commission européenne à abandonner une partie de sa législation sur la tech, ou en tout cas de moins cibler les entreprises américaines. Là-dedans, qu'est-ce qui était une vraie menace et qu'est-ce qui n'en était pas une ? Déjà, les taxes sur les services numériques qui existent en Europe, elles relèvent du niveau national. Donc la Commission européenne ne pouvait pas faire grand-chose. En revanche, là où il y avait une suspicion qui s'est installée, c'était est-ce que la Commission européenne serait prête à lâcher du lest sur la réglementation européenne des entreprises américaines, notamment avec ces deux règlements phares, le DMA et le DSA, règlement sur les marchés, sur les services numériques. Et donc c'est là que Donald Trump a cherché à obtenir des concessions. Dans l'accord, il n'y a pas de concession. En tout cas, la Commission européenne s'en est félicitée de ne pas avoir fait de concessions sur cette réglementation-là. Dans les faits, il y a bien une mention du numérique puisque la Commission européenne s'engage à ne pas adopter des network fees. Donc c'est un débat qui avait lieu dans le cadre de la réforme des télécoms sur le fait de faire contribuer les grandes entreprises de la tech au financement des réseaux. La Commission européenne n'a derrière assuré pas une concession puisque c'était jamais envisagé. Voilà. Est-ce que ça a été de nature à rassurer un peu tout le monde ? Bah non, évidemment, parce qu'il y avait une suspicion qui s'est installée depuis janvier, et donc en fait on ne se débarrasse pas d'une suspicion installée depuis 8 mois comme ça. Peut-être pas complètement de nulle part. Elle vient peut-être pas complètement de nulle part non plus, donc déjà parce que en fait les attaques ne se sont pas arrêtées avec l'accord commercial. On en a parlé, il y a eu des nouvelles menaces de Donald Trump dès la fin du mois d'août sur les législations tech des pays. Il ne mentionnait pas directement l'Union européenne, mais enfin l'Union européenne était quand même ciblée entre les lignes. Donc ça participe à maintenir cette fébrilité, disons. Et puis en fait, dès l'investiture de Trump, il y a eu des rumeurs, comme quoi des fuites dans la presse qui disaient que la Commission européenne allait mettre en pause certaines enquêtes contre Apple, contre Meta, contre X, au titre de ces lois sur le numérique, qu'elle allait se montrer plus clémente. La Commission a démenti, elle a dit non, mais c'est des enquêtes administratives, ça suit son cours. De toute façon, même si on voulait les arrêter, on ne pourrait pas, puisqu'on est tenu par la loi d'appliquer le droit.
Mais en fait, c'est aussi omettre qu'il y a une marge de discrétion politique qui revient au commissaire européen en charge des dossiers, en l'occurrence 2 commissaires européennes, Ena Virkkunen pour la tech et Teresa Ribera pour la concurrence. Et en fait, elles ont la main sur le calendrier d'ouverture des enquêtes, sur la décision finale au niveau du montant des amendes qui doivent être imposées. Et donc, quand on voyait ces enquêtes prendre du temps, la Commission européenne disait « mais c'est parce qu'on a besoin d'avoir un dossier solide qui tienne juridiquement ». Mais il y avait quand même cette suspicion-là de est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer d'accommoder les États-Unis ? Oui, de gagner du temps pour trouver une forme de compromis qui permettrait de faire passer la pilule plus doucement. C'est ça. Et au final, la Commission européenne a fini quand même par adopter des amendes. Donc il y a eu des premières amendes au titre du DMA au mois d'avril. Donc après le D-Day, après l'annonce des 30% de... Day, c'est ça, le Liberation Day, pardon. Après l'annonce des droits de douane contre l'Union européenne. Mais bon, c'était un montant plutôt raisonnable d'amende. Et puis surtout, ça a été fait, l'annonce a été faite sans tambour, sans trompette. Il n'y a pas eu de conférence de presse. Les commissaires, ce qui n'est pas du tout l'usage. Hein. Le dernier mandat nous avait habitués avec des commissaires qui étaient déjà beaucoup plus visibles politiquement, Thierry Breton et Margrethe Vestager, pour ce type de décision, surtout les premières amendes au titre d'une loi qui est phare, qui a été adoptée récemment, à faire conférence de presse, même limite à jouer dans la provocation, à envoyer des tweets un peu incendiaires, etc. Là, c'était pas le cas. Les commissaires étaient à l'étranger. Donc, hasard du calendrier ou pas, c'est elles qui ont la main sur le calendrier, donc on ne saura jamais. Et puis, un peu plus récemment, là, au mois de septembre, une semaine après les dernières menaces de Donald Trump, il y a eu une nouvelle amende qui a été imposée à un service numérique américain, à Google, en antitrust. Et donc, cette amende qui est là, pour le coup, vraiment conséquente, 3 milliards d'euros à peu près, il y a quand même eu aussi un petit imbroglio autour de son annonce, puisqu'elle était censée être annoncée le lundi, et puis finalement ça a été repoussé. Des fuites dans la presse ont laissé entendre que Maroš Šefčovič, qui est en charge des négociations commerciales avec les États-Unis, aurait bloqué l'annonce de cette amende. Elle a fini par être annoncée le vendredi en catimini à 17h, pareil, sans conférence de presse, et pour des raisons qui n'ont jamais été vraiment bien mises au clair. Donc voilà, donc tout ça participe à un climat général de suspicion de la Commission qui chercherait à accommoder les États-Unis, ou en tout cas à pas se rendre trop visible vis-à-vis de sa régulation de la tech américaine. Merci beaucoup, c'est complètement clair. N'hésitez pas à nous poser vos questions en ligne dans le chat. On y répondra évidemment avec plaisir, que ce soit pour Léo, pour Simon, pour Benjamin, évidemment, sur les thématiques tech, transport notamment. Le chat est à vous. Alors, on a compris quand même qu'on était dans une séquence où il y avait, bon, ça ne vous aura pas échappé, beaucoup d'hostilité de la part du président américain. Il y a eu des mots assez durs prononcés à l'endroit des Européens. Ça a obligé quand même les Européens, Simon, à explorer de fait, alors contraint ou pas, tu vas peut-être pouvoir nous le dire, mais de nouveaux horizons commerciaux dans cette séquence. Est-ce que c'est lié ? Est-ce que c'est des choses qui étaient prévues ? On a aussi beaucoup entendu la Commission dire, mais en fait, on a notre agenda. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Oui, si tu le permets, je vais revenir très rapidement à la question précédente sur l'accord, le prétendu accord qui a été signé qui a été conclu entre la Commission européenne. Déclaration commune. Oui. Il y a une fragilité qu'on mentionne assez rarement, c'est que c'est pas vraiment un accord commercial en bonne et due forme, c'est simplement une déclaration conjointe qui n'a aucune valeur juridique et donc qui est fragile. Le jour où Donald Trump décide de la déchirer et de la jeter à la poubelle, il peut le faire sans problème. C'est un engagement. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Que ceux qui y croient. Donc je reviens à ta question, pardon, sur les débouchés commerciaux. Effectivement, l'idée, c'est de rendre l'Union européenne moins dépendante des États-Unis. Parce que certains, sur le plan économique et commercial, certains pays dépendent beaucoup des exportations vers les États-Unis. L'Irlande, par exemple, l'Allemagne, l'Italie. La France beaucoup moins, mais malgré tout, il y a des secteurs qui sont très concernés, comme les vins et spiritueux. Donc la Commission a toujours cherché des nouveaux débouchés commerciaux. C'est son job. Le commerce est une compétence exclusive de l'Union européenne. Donc la Commission fait ça en permanence. C'est quelque chose qu'elle sait bien faire. C'est son boulot. C'est une stratégie qui s'est un peu renforcée en 2023, notamment parce qu'il y a eu une stratégie de sécurité économique qui avait été publiée. Et il y avait écrit noir sur blanc l'objectif d'aller chercher de nouveaux débouchés commerciaux, de signer de nouveaux accords.
Donc tout ça n'est pas nouveau, mais évidemment, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui que les États-Unis, parce que les États-Unis doivent l'Union européenne doit rompre un peu sa dépendance vis-à-vis des États-Unis. C'est pour ça que les négociations se sont accélérées avec certaines parties du monde. L'exemple le plus criant, c'est le Mercosur. Les négociations sont en train l'accord est en train de se dénouer en ce moment. L'Inde aussi, il y a une pression très forte pour conclure les négociations d'ici à la fin de l'année. Et un certain nombre de pays d'Asie du Sud-Est également. Donc ça, c'est l'aspect commercial. Donc pour aller un peu plus loin que ta question, si les Européens veulent s'émanciper un peu des États-Unis, il y a ce volet commercial, mais il y a aussi le volet sécuritaire dont je parlais un tout petit peu au début. Sûr. Parce que les États-Unis, c'est la première armée du monde, c'est l'OTAN, donc c'est l'article 5 de l'OTAN qui garantit l'assistance mutuelle en cas d'attaque. C'est un volet très important de la relation transatlantique. Donc si les Européens veulent totalement être moins dépendants des États-Unis, il faut qu'ils agissent sur le commerce, mais aussi sur le plan militaire. Et est-ce qu'ils ont les moyens d'agir sur les deux tableaux en même temps ? Alors c'est toute la question. Le fait est que depuis le printemps, en gros, les Européens ont accéléré sur la montée en puissance de leur défense qui jusqu'à présent était assez embryonnaire, notamment dans certains pays. Donc faut jamais oublier cette dimension-là dans la relation transatlantique. C'est très clair, merci Simon. Alors tu t'interrogeais le 7 novembre, c'était il y a un an, jour pour jour dans un papier, tu te demandais le retour de Donald Trump sera-t-il un facteur de division entre les 27 ou au contraire un électrochoc à même de ressouder les Européens ? Qu'est-ce qu'on peut en dire un an après ? Est-ce qu'on en sait plus ? C'est vrai qu'il y avait une crainte au moment où Donald Trump a été élu que chaque État membre joue sa propre partition. Je me souviens d'un diplomate qui connaît très bien les États-Unis qui disait que Giorgia Meloni allait sabrer le Prosecco parce qu'elle pourrait, en jouant de sa proximité idéologique avec Donald Trump, aller négocier ses propres exemptions et jouer solo, en gros. C'est pas totalement ce qui s'est passé. Globalement, les Européens ne se sont pas déchirés, notamment quand il a fallu négocier ce fameux deal commercial. La plupart des pays étaient malgré tout sur la ligne évitons une guerre commerciale, évitons de se fâcher avec les États-Unis, faisons tout pour éviter que ça dégénère. Comme je disais tout à l'heure, certains pays étaient favorables à une approche un tout petit peu plus offensive, mais malgré tout, par exemple la France qui plaidait pour jouer un peu plus le rapport de force, voulait aussi défendre son industrie. Elle n'avait pas forcément intérêt à déclencher une guerre commerciale. Donc on n'a pas assisté à de grandes embardées des États membres, ça s'est pas produit. À l'exception un peu de Viktor Orban qui joue un peu plus la carte de sa proximité avec Donald Trump, mais il est relativement isolé. On n'a pas vu Giorgia Meloni faire ça. Giorgia Meloni, par exemple, s'est rendue avec les autres dirigeants européens dans le bureau ovale avec Emmanuel Macron, avec Merz notamment et Van der Leyen au sujet de l'Ukraine. Donc on n'a pas assisté à ça. Viendront peut-être de nouveaux tests quand il faudra prendre des décisions très importante sur l'avenir de l'Ukraine. Si les États-Unis décident de complètement abandonner l'Ukraine, qu'est-ce qui se passera ? S'il y a des assauts très importants contre la législation européenne, qu'est-ce qui se passera ? Donc pour l'instant, ça tient à peu près. Il faudra voir sur la durée du mandat, puisqu'il y a encore 3 ans devant nous. Effectivement. Et si je peux me permettre, il y a eu un test récent, beaucoup moins, enfin pas sur des sujets aussi importants que l'Ukraine, mais à l'OMI, l'Organisation Maritime Internationale, il y avait des négociations qui durent depuis un moment sur en gros un cadre pour décarboner le transport maritime. Et donc c'est des négociations internationales, donc il y a les Européens mais pas que. Il y avait un accord sur ce cadre et comme il plaisait pas à Trump, et ça illustre aussi qu'il continue les attaques, pas que contre l'Europe, les attaques réglementaires. Il a menacé de rétorsion certains États pour faire capoter l'accord, dont des États européens, comme Chypre, Malte, la Grèce. Et là, le front européen s'est fissuré et
cette fissure et les autres États qui ont cédé ont permis de faire capoter ce vote qui normalement était formel et de le repousser d'1 an. Donc sur certains sujets très souverains ou très particuliers à certains États membres, il a été capable par ses menaces récemment, il y a quelques semaines, de fissurer le Fonds européen. Peut-être moins visible aussi. Moins visible, et c'est pas aussi important que l'Ukraine, mais bon, ça reste un cadre quand même important. Alors je vais prendre une question d'Éléonore. Merci beaucoup de la poser. Merci pour vos mots aussi sur cet échange instructif. Je cite. Éléonore nous rebondit sur la question de la défense et nous demande comment la Commission prévoit-elle d'instaurer une préférence européenne sur les marchés publics dans le secteur de la défense. Les discussions sont en cours et dans quelle mesure cette stratégie peut-elle se mettre en place sans entraver la déclaration conjointe. Alors spontanément, j'ai envie d'envoyer cette balle à Simon à ma droite, à voir si tu l'as saisie et si on est capable de donner 2-3 éléments de précision à Éléonore. Effectivement, la question de la préférence européenne, c'est une question qui est au cœur des débats sur la montée en puissance de la défense européenne, pardon. Ça s'est joué notamment au moment des négociations autour d'un texte qui s'appelle EDIP. Alors je me souviens plus de la déclinaison de l'acronyme. C'est un texte qui est pas si vieux que ça. Il avait été présenté en mars 2024 par la Commission européenne. Les négociations ont abouti récemment. Donc il y avait cette question de la préférence européenne. La préférence européenne qui est très poussée notamment par la France. Donc la préférence européenne a été retenue dans ce texte et dans ce texte, mais c'est aussi le consensus un peu plus large, c'est de prévoir une préférence européenne de 65% en gros. C'est-à-dire que les composants non européens dans les achats d'armement financés avec des fonds en partie européens ne doivent pas dépasser 35%. Donc ça c'est une question importante. Est-ce que ça répond à la question ? En partie par rapport à la déclaration conjointe, est-ce que c'est quelque chose qui est de nature à fragiliser ce qui a été mis sur la table cet été ? À ma connaissance, non. Cela dit, l'industrie de l'armement américain continue à faire du lobbying pour éviter que la préférence européenne soit trop contraignante pour elle. Donc c'est une question qui va continuer à se poser. Merci beaucoup Simon, je pense que ça répond tout à fait à la question d'Éléonore, j'espère en tout cas. Et pour aller plus loin, 2 articles de contexte, ça va être la panique avec Trump, les Européens face à la tentation du chacun pour soi. On vous partage évidemment les liens dans le chat. Face à Trump, les Européens contraints de redessiner la carte du monde. Pour aller un petit peu plus loin sur ces thématiques, 2 articles signés Contexte Pouvoir, évidemment. On va pouvoir passer à notre deuxième partie, menace sur la souveraineté réglementaire. Pourquoi ? Parce que dans ce nouvel ordre mondial, évidemment, un secteur où on a commencé à l'effleurer se retrouve en première ligne, c'est celui de la tech. Malgré la déclaration commune posée sur la table, Donald Trump finalement n'a pas cessé de remettre des petites pièces dans la machine dès qu'il en avait l'occasion. On se demande, on s'est demandé, et ça a eu lieu dès les jours qui ont suivi cette déclaration commune et cette fameuse poignée de main. Est-ce que cette déclaration finalement elle fait toujours foi au moment où Donald Trump remet une pièce dans la machine de manière un petit peu brutale comme à son habitude, on va dire ça comme ça? Bah écoute, si on écoute la Commission européenne, oui. Il y a la déclaration, et il n'y a que la déclaration, c'est ce à quoi on se tient. De toute façon, l'Union européenne a sa souveraineté pleine et entière sur son cadre réglementaire. Elle est libre, elle est souveraine dans l'application de ses lois. Et donc, il n'y a pas de débat selon la Commission européenne. Voilà, ça c'est le discours officiel. Sans dire que le discours officieux est diamétralement opposé, on reconnaît tout de même que la situation actuelle souffre d'une instabilité qui fait que si aujourd'hui on peut se permettre de légiférer relativement comme on veut,
on n'est pas à l'abri que demain, Donald Trump décide d'abandonner, de mettre ses menaces à exécution, en fait, d'imposer 50% de droits de douane à tous les produits européens si on ne sabre pas dans le RGPD ou dans le DSA, ou d'abandonner l'Ukraine, ou que sais-je, en fait. Donc, cette instabilité-là crée quand même une forme d'incertitude. Aujourd'hui, la déclaration fait foi. Elle a surtout permis de consacrer deux choses. Premièrement, c'est que dans ce premier accord-là, la Commission européenne a arraché une victoire, qui est le pas de concession réglementaire. Le cadre européen de réglementation de la tech reste en place et restera appliqué. Et la deuxième, c'est un engagement qui a été pris de la part de la Commission européenne d'acheter, je crois que c'est 40 millions d'euros de puces, enfin de semi-conducteurs, auprès des États-Unis. Donc ça, c'est sur le volet plutôt industriel. Donc c'est un engagement qui est relativement peu contraignant puisque la Commission européenne elle-même ne signe pas des chèques. Elle peut inciter les entreprises à en acheter. On a eu la même situation sur le GNL pour le secteur énergétique notamment. Mais donc voilà, donc il y a une volonté de continuer à acheter des puces au niveau américain, et de toute façon l'Union européenne d'une part a besoin de puces puisqu'elle s'est fixé une ambition très importante en termes de développement de l'intelligence artificielle sur le continent, et d'autre part n'en produit pas assez au niveau du continent. Donc elle va devoir en acheter quelque part, et voilà, les États-Unis se proposent, donc on va y aller. Mais voilà, si jamais cette déclaration venait à se fissurer, si jamais il devait y avoir un retour en arrière de la part de Donald Trump, et ça faisait d'ailleurs partie des menaces qu'il a formulées à la fin du mois d'août, de dire que les États qui, j'ai plus la citation exacte en tête, mais qui attaquent les entreprises incroyables américaines de la tech, je tiendrai tête aux pays qui attaquent nos fantastiques entreprises tech américaines. Voilà, c'est ça. Eh ben, il a dit qu'il leur tiendrait tête, notamment en imposant des droits de douane supplémentaires, mais aussi potentiellement des restrictions à l'exportation de puces. Ce qui, ça, pour le coup, contrarierait fortement l'ambition européenne en termes de développement de ses capacités de calcul, d'IA, etc. Alors toujours sur ce sujet de la souveraineté réglementaire, il y a un exemple dans le secteur des transports, toujours dans l'automobile, qui mérite d'être souligné. Cela concerne les normes de sécurité environnementale. Normes environnementales et les normes de sécurité, ouais. Voilà. Et c'est intéressant parce que c'est un sujet pour le coup qui est pas nouveau, qui est pas propre à Trump. En fait, très simplement, les normes à la fois environnementales, donc d'émissions, notamment le fameux NOx, là, l'oxyde d'azote, et les normes de sécurité sont pas les mêmes entre les États-Unis et l'Europe, notamment parce que les véhicules américains sont plus gros, ils n'ont pas les mêmes réglementations, etc. Et donc, ils ont aujourd'hui, pour entrer sur le marché, même si les importations européennes de véhicules américains sont pas énormes, ils ont une procédure un peu particulière qui est un peu longue et qui est pas hyper idéal pour les États-Unis, et donc ça fait longtemps qu'ils veulent harmoniser ces normes, et que côté européen, notamment les ONG environnementales et les associations de consommateurs s'en alarment et sont très attentifs là-dessus, parce qu'ils considèrent que nos normes nous protègent mieux et sont plus strictes. Donc c'est un sujet qui est là, qui est ambiant et qui s'est reposé lors des négociations avec Washington, qui est aussi effleuré dans la déclaration commune. Et là encore, en gros, l'Union européenne a dit on va travailler sur ces normes, mais ils n'ont absolument pas dit on va s'engager à les harmoniser. Et il y a aussi le cas pour les normes sanitaires pour les produits agroalimentaires. Donc on voit aussi que c'est des tensions, ou en tout cas des discussions plus longues qui se sont jouées ces derniers mois, de plus long terme et plus aussi traditionnelles entre les États-Unis et l'Europe, et que là-dessus, pour l'instant, l'Union européenne a tenu bon. Bon, après, c'est pas le sujet où il y a le plus de pression politique, et c'est pas le sujet où c'est le plus compliqué de dire non à Donald Trump, et au pire, on va travailler et on va s'arrêter là, quoi. Donc, tu me permets d'ajouter un exemple sur la souveraineté réglementaire des Européens. Donc ça ne concerne pas le numérique et l'automobile, mais c'est le devoir de vigilance des entreprises, notamment. Parce que les États-Unis sont très contre ce texte qu'on appelle dans le jargon CS3D. Le texte est mentionné dans la déclaration conjointe. Les Européens, en gros, s'engagent à le simplifier, mais il y a un flou autour de ça, parce que
les Européens avaient déjà lancé, enfin les institutions avaient déjà lancé un travail de simplification de ce texte via le fameux omnibus dont on a beaucoup parlé en début de mandat et encore aujourd'hui. Et qui est couvert notamment par les journalistes de Contexte Environnement ici à Bruxelles et aussi de Contexte Pouvoir dont tu fais partie, Absolument. Simon. Et donc la question c'est est-ce que l'omnibus suffit à répondre aux demandes américaines? A priori non, puisque le lobbying des Américains contre ce texte se poursuit. Merci beaucoup pour cette précision. Je vais me tourner à nouveau vers toi, Léo, parce qu'on va essayer de se projeter quand même un petit peu dans les mois qui se présentent devant nous. Concernant la tech, on a commencé à effleurer certaines choses, mais est-ce qu'on sait ce que nous réserve un peu l'avenir sur ce sujet qu'on effleure ensemble? Parce qu'il y a quand même pas mal de choses dans les tuyaux que tu vas couvrir, notamment pour Contexte. Tout à fait, ouais. Bah alors on a 2 volets aujourd'hui en fait qui vont permettre de juger si voilà tous les discours qui ont été tenus jusqu'ici, notamment sur la souveraineté réglementaire, sur la souveraineté industrielle, la souveraineté technologique, etc., vont être suivis d'actes et n'étaient pas que des paroles en l'air. Et aussi qui vont permettre de pouvoir tester la réponse de Donald Trump. Le premier, c'est le volet des procédures, et donc le volet plutôt réglementaire. Donc sur le cadre législatif qui est en place, on a des procédures qui sont en cours, des enquêtes. Je pense à une enquête dans le cadre du DMA contre Google. Il y a aussi dans le cadre du DMA aussi toujours des décisions finales qui sont attendues de la part de la Commission sur des solutions de conformité qui ont été proposées par Apple et par Meta après les amendes qu'ils ont reçues au mois d'avril. On attend aussi les premières amendes dans le cadre du DSA, qui était quand même un des règlements phares, et avec une grosse enquête qui est en cours contre X, le réseau social d'Elon Musk. Et donc cette enquête-là, ça va bientôt faire 1 an, je crois qu'elle est en cours. Donc on en attend une conclusion potentiellement d'ici la fin de l'année, mais là aussi il n'y a pas de certitude, et puis pas de certitude non plus sur le résultat exact. Est-ce que ce sera une grosse amende, est-ce que voilà, et puis sur la réponse de Donald Trump, donc ce sera à scruter. Et puis enfin, côté législatif, donc ça va être le deuxième volet, on attend plutôt un gros paquet de simplification qui sera présenté dans 15 jours, le 19 novembre, un omnibus là aussi. C'est la mode des omnibus. C'est ça, exactement. Pour l'automobile qui arrive. Voilà. Et donc la grande question qui se pose, c'est est-ce que cet omnibus-là a vocation à donner des gages d'allègement des réglementations vis-à-vis des entreprises américaines? Est-ce qu'il vise à satisfaire des demandes de l'administration Trump? A priori, aujourd'hui, ce serait pas le cas, puisque à part un potentiel report de certaines obligations sur l'intelligence artificielle, les principaux textes de Discord, donc le DSA et le DMA, seraient plutôt épargnés. Il n'y aurait pas d'autres grands cadeaux qui seraient faits aux GAFAM. Mais bon, voilà, ce paquet omnibus, ce serait a priori un premier qui concernerait la tech, et il pourrait y en avoir d'autres, notamment d'ici 2027. Donc là aussi, ce sera à surveiller. Et puis enfin, juste rapidement pour terminer, le grand débat politique sur la souveraineté numérique au niveau industriel. On attend des initiatives législatives début 2026 pour doper les capacités européennes de semi-conducteurs, de cloud, de data center, mais aussi de technologie quantique. Donc tout ça va mettre un peu à l'épreuve non pas la relation entre les États-Unis et l'Europe, à moins qu'il y ait des questions de préférence européenne qui viennent un peu envenimer tout ça, mais surtout la volonté et le volontarisme des États européens à prendre les mesures qui s'imposent pour... On peut peut-être rappeler cette date du 18 novembre où il y a un sommet justement franco-allemand consacré à la souveraineté numérique qui doit avoir lieu, il me semble, à Berlin. C'est ça, tout à fait. Donc on attend ce sommet franco-allemand avec d'autres États européens, et puis il doit y avoir d'ailleurs quelques semaines après une déclaration sur la souveraineté numérique qui sera adoptée par les ministres au Conseil qui se tiendra à Bruxelles en décembre. Ce sera un test pour voir si les violons des États membres sont accordés sur la souveraineté numérique. On voit déjà dès aujourd'hui qu'il y a des petites dissensions. La souveraineté numérique, on parle de souveraineté numérique ouverte, de multiplication des partenariats internationaux. C'est pas exactement, ça fait pas l'unanimité. Et Contexte couvrira évidemment ce sommet sur la souveraineté numérique entre Paris et Bruxelles et à Berlin, évidemment. Alors on continue de se projeter pour les 2 minutes qui nous restent un peu dans l'avenir avec toi, Simon. On l'a dit, la déclaration de l'été n'a fait en fait que poser un cadre qui n'est pas juridiquement contraignant. Est-ce qu'on peut dire un mot des prochaines étapes législatives qui sont devant nous tout de même? La principale déclinaison de ce cadre, comme tu dis, c'est l'adoption d'un
texte législatif qui doit ramener à zéro les droits de douane européens sur les importations de biens manufacturés américains. Ce texte doit passer au Conseil de l'Union européenne, a priori sans suspense. La question se pose un peu plus au Parlement, puisque le centre-gauche, les socialistes et démocrates, à un moment, ont fait planer la menace d'un rejet pur et simple de ce texte. Depuis, ils ont mis un peu d'eau dans leur vin. Le rapporteur du texte, qui est un social-démocrate allemand, prévoit de faire des amendements qui devraient pas remettre en cause la logique même du texte. Donc a priori, il faut voir comment les débats vont se dérouler, mais a priori, le texte pourrait passer. Merci beaucoup Simon, et il est déjà 11h45, ça veut dire qu'il est l'heure de se dire au revoir. C'est la fin de ce live consacré au retour de Donald Trump à la Maison Blanche il y a un an. Merci encore pour votre fidélité, merci à Léo, merci à Simon, merci à Benjamin pour leurs éclairages que j'espère vous auront été précieux. Merci à Samuel et Yanis pour la modération, à Nicolas Kefelec et Frédéric Dubosc pour le design de notre beau décor. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce format. Vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction très rapide. Ça nous aide beaucoup quand vous prenez 1 minute de votre temps pour y répondre. Ça nous aide à améliorer évidemment nos formats. Pour aller plus loin, je vous invite à vous promener sur contexte.com, à vous plonger sur les briefings des 3 éditions qui sont représentées aujourd'hui autour de cette table, donc tech, pouvoir et transport. Et on se retrouve dès jeudi pour un nouveau live consacré à la COP30 qui va démarrer dans quelques jours à Belém, au Brésil, évidemment, avec nos 2 envoyés spéciaux qui seront évidemment là-bas dans quelques jours, journalistes chez Contexte Environnement et Contexte Énergie entre Paris et Bruxelles. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.